Je suis Thibaut Enoch et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction de LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. Bonjour à tous et bienvenue dans Bourbon Hebdo. Au programme, cette semaine, la censure, c'est maintenant. Les socialistes ont dégainé leur motion cette semaine contre François Bayrou. On verra comment ils se sont décidés. La loi sur l'énergie votée, mais avec des surprises. Un parcours d'obstacles signé Éric Ciotti, entre lesquels les députés macronistes ont dû slalomer. Enfin de l'eau dans l'hémicycle, on vous racontera l'épisode, c'était mercredi, au moment des pluies torrentielles sur Paris. Pour dérouler ce fil de la semaine, Elsa Mondagava et Stéphanie Depierre sans kawaii et sans parapluie, quoique je plaisante, mais Stéphanie, tu as vraiment dû mettre des bottes mercredi pour rentrer dans l'Assemblée. Oui, c'est pour traverser la rue entre la rédaction et l'Assemblée. Tu nous rappelles ce que tu fais à LCP ? Alors, quand j'enlève mes bottes avant de faire des directs pour suivre les débats à l'Assemblée. Et sinon, je suis beaucoup dans les couloirs à discuter avec les députés pour qu'ils nous décryptent tout ce qui se passe dans ce palais Bourbon. Et toi, Elsa ? Je présente les émissions avant et après les séances des questions au gouvernement. Et comme Stéphanie, on essaye d'obtenir plein d'infos auprès de députés de tous les groupes ici à l'Assemblée. Allez, on commence. Avant l'averse dans le ciel parisien, un autre orage s'est abattu sur l'Assemblée mardi. Politique, celui-ci. La foudre est venue du Parti socialiste. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Voilà l'annonce d'une motion de censure qui sera débattue la semaine prochaine, probablement mardi. Stéphanie, tu peux nous rappeler le déroulé ? Comment en est-on arrivé à cette prise de parole du patron du PS ? Il y a eu un certain suspense et une certaine dramaturgie. Certes, une certaine dramaturgie parce qu'en fait, Boris Vallaud avait posé à peu près la même question la semaine dernière, à la même heure, quasiment, le mardi après-midi, en demandant au Premier ministre de s'engager à déposer un projet de loi sur les retraites, comme, selon les socialistes, il s'y était engagé en février en échange d'une non-censure. Là, voyant que le conclave qui devait se terminer la semaine dernière ne s'était toujours pas terminé, que François Bayrou essayait de remettre l'ouvrage sur le métier et de faire en sorte d'aboutir à un accord, le Parti socialiste a reposé sa question. Il a réobtenu la même réponse. François Bayrou lui a dit que s'il n'y avait pas d'accord, a priori, les choses ne bougeraient pas. Donc, en fait, Boris Vallaud pose la question. Il sait déjà que, de toute façon, le groupe, le matin, a dit qu'il voulait censurer. Donc, il se serait de toute façon arrangé, quelle que soit la réponse du Premier ministre, pour finalement dire qu'il allait censurer. Donc il annonce une motion de censure et les socialistes l'ont déposée hier. Elle sera donc votée mardi. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'était un faux suspense. Boris Vallaud a attendu la réponse de François Bayrou au moment des questions au gouvernement pour faire tomber le couperet, mais la décision a été prise avant ? Oui, déjà dans leur réunion de groupe la semaine dernière, les socialistes s'étaient un peu arrêtés sur cette question de la motion de censure, sachant qu'en fait, pour éviter d'avoir le débat, qu'est-ce qu'un bon accord, pas un bon accord, que fait la CFDT, etc., ils sont tous focalisés sur la question de la parole donnée. Ils avaient ressorti dans le placard à archives la lettre de François Bayrou disant qu'en tout état de cause, le Parlement aurait le dernier mot. Ils sont concentrés là-dessus, sur cet engagement-là. Donc c'est vrai que pendant une semaine, on a eu un jeu de questions-réponses sur la question de « allez-vous déposer un projet de loi ?» Oui, mais quand ? Oui, peut-être, etc. Mais beaucoup à gauche, chez les partenaires ou les anciens partenaires du Nouveau Front Populaire, on y reviendra peut-être, nous disent que de toute façon, depuis le Congrès, la décision a été actée qu'après le Congrès, il y aura une motion de censure, façon de replacer le Parti socialiste bien dans l'opposition, de recréer un peu d'union, etc. Donc a priori, la décision, effectivement, il n'y avait pas vraiment de suspense mardi dernier. Oui, tu parles des partenaires à gauche. Alors il y a eu un autre feuilleton qui s'est ouvert une fois que les socialistes ont décidé de déposer cette motion, c'est qui allait la déposer, qui allait la signer. Et ça n'a pas été simple et ça révèle les divisions à gauche, Elsa. Oui, alors déjà, à chaque fois qu'on pose cette question, tout le monde dit oui. Donc il y a eu une réunion avec les forces du Nouveau Front Populaire, enfin feu le NFP, puisque chacun sait bien que ça n'existe plus tellement. Donc ils ont fait une réunion avec des représentants des 4 groupes. Les Insoumis voulaient une motion commune avec les signataires des 4 groupes. Les socialistes, apparemment, d'après ce que nous racontent, ont laissé un peu cette porte ouverte, alors qu'on savait très bien depuis le début qu'ils feraient une motion 100% socialiste, puisque cette question du conclave, c'était une discussion qu'ils avaient eue en direct avec le Premier ministre. Et ce qu'on nous dit, c'est que parmi les écolos et les communistes, en fait, on n'a pas tellement voulu choisir entre papa et maman, quoi. Ni peut-être trop du côté des Insoumis, ni trancher pour les socialistes. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce que la semaine prochaine, on redevient en fait en session extraordinaire, donc les Insoumis
ont un pouvoir de dépôt de motion qu'ils n'avaient plus totalement lors de cette session-là. Parce qu'ils en avaient déjà déposé beaucoup pendant la session ordinaire. Donc il leur manquait des signatures, exactement. Donc est-ce que les Insoumis vont quand même faire une motion derrière ? Bon, toujours est-il que même si elle est signée par tous les socialistes, tout le groupe, c'est assez important de le dire, elle sera aussi votée par les autres membres de gauche. Oui, alors, ça c'est un point important, le fait qu'elle soit signée par tous les députés du groupe socialiste. C'est ça qui était un peu en jeu en début de semaine, parce que le groupe socialiste voulait déposer sa motion de censure, voulait la déposer tout seul, mais ça ne marchait que si tous les députés du groupe étaient alignés et que Boris Vallaud pouvait se prévaloir de la signature de tous les socialistes, sinon l'affichage politique avait moins de force forcément. Alors voilà pour la censure, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, en tout cas pas selon le Premier ministre. Après avoir rencontré en tête-à-tête les partenaires sociaux, il a réitéré son présage. Un accord est possible, dit-il, relançant un round de négociations, sinon, dans le pire des cas... Si les partenaires ne parvenaient pas à se mettre d'accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités et proposerait des dispositions de compromis qui seraient introduites dans le texte qui, en tout état de cause, prenant en compte tous ces progrès, sera, comme je m'y étais engagé, soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors Stéphanie, tu as suivi toute cette séquence depuis la dernière réunion entre partenaires sociaux lundi qui a débouché sur un échec, puis le nouveau tour de table organisé par François Bayrou et enfin cette conférence de presse du Premier ministre jeudi soir. Qu'est-ce qui s'est joué ? En fait, François Bayrou essaye de gagner du temps. Il a quand même pris acte hier de la fin du conclave, mais en fait, il le relance. Il dit... après le conclave. C'est ça. Bon, c'est pas le plus long de l'histoire. Hein. Dans l'histoire, le plus long conclave papal a duré 2 ans et 9 mois. Donc on a encore un petit peu de marge. Mais on voit bien que... C'est le rêve pour François Bayrou. Ah, parfait, jusqu'en 2027. Le problème, c'est que voilà, on voit bien que François Bayrou ne veut pas se résoudre à un échec. Donc hier, il a fait une conférence de presse. Il a listé tous les points d'accord entre les syndicats et les 2 points sur la pénibilité notamment où il n'y a pas d'accord. Et il a dit, quand même, je vous donne encore 2-3 semaines, soit donc après la mi-juillet, pour essayer de discuter, etc. Et là, il s'engage, si même il y a achoppement sur ces 2 points-là et qu'il n'y a pas d'accord global, ce qu'il aimerait vraiment, pour pouvoir s'en prévaloir, il dit, on reviendra au Parlement et ces dispositions, toute la liste qu'il a faite hier, sera transposée dans la loi de sécurité sociale. Mais a priori, ça ne va pas suffire aux socialistes qui disent déjà, nous, on veut un projet de loi ad hoc sur les retraites et pas des mesures dans divers endroits du... Avant ça, je rends hommage à un député du groupe Lyot avec qui j'ai déjeuné lundi. Donc c'était avant la dernière réunion du conclave. On lui disait, mais alors à votre avis, accord, pas accord ? On était avec d'autres journalistes. Et il disait, mais peu importe, vous allez voir, peu importe ce qui se passe, François Bayrou va dire, non, mais je vais faire une ultime réunion. Et puis surtout, si vous avez besoin de 3 semaines, 6 mois, 18 mois encore pour discuter, vous inquiétez pas. Il avait vu juste sur ce côté, vous allez voir, François Bayrou va continuer à créer des rendez-vous justement pour ne pas après... vraiment tranché. Bon, alors donc on entend que le Premier ministre annonce ce calendrier parlementaire pour l'automne. Effectivement, on comprend qu'il se donne aussi du temps. C'est comme ça que ça a été interprété à gauche, Elsa ? On maintient la censure malgré ces annonces ? Oui, puisque François Bayrou dit on va en discuter lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc regardez, il y aura bien un véhicule législatif. Sauf que, comme Stéphanie le disait, les socialistes, ils veulent un projet de loi retraite indépendant. Et François Bayrou, ce qu'il dit, c'est un peu une lapalissade, puisque chaque automne, au moment du budget, dans la question du budget de la Sécu, on discute des branches vieillesse, des retraites, etc. Donc il n'y a rien de nouveau à dire que le débat il peut exister. Chaque automne, sur les retraites, les différents groupes essayent de revenir sur la question de l'âge, plus ou moins avec des articles ou des amendements plus ou moins clairs. Mais que le débat existe sur les retraites à l'automne, ça c'est quelque chose qui existe chaque année. Donc c'est pas vraiment une nouveauté. Et c'est pour ça que les socialistes ont bien dit aussi, ça change rien pour nous. Ils voulaient de toute façon faire de cette conférence de presse de François Bayrou un peu un non-événement. C'est pour ça qu'ils avaient déposé la motion de censure quelques heures avant, en nous disant, nous ça y est, c'est fini en fait. On va pas après recommencer le truc de on rediscute avec François Bayrou, savoir ce qu'il veut faire, s'il y a accord, s'il n'y a pas accord. Pour eux, il faut aussi trancher les choses, sinon
Voilà, on n'en finit jamais. Et ils avaient tout intérêt aussi à trancher les choses parce qu'en fait, un accord partiel qui aurait par exemple été adopté par la CFDT, c'était très compliqué pour le PS. Il avait beaucoup de mal à s'y opposer. Donc c'est beaucoup plus simple de dire finalement, on n'attend pas la suite, on décide que François Bayrou ne tient pas sa promesse. Alors on verra ce qu'il adviendra de cette motion de censure socialiste. A priori, mardi, on suivra ça avec vous deux, Elsa et Stéphanie. A priori, le RN a annoncé qu'il ne voterait pas la censure et donc, sauf surprise, François Bayrou passera. Oui, ils ont l'air assez sur deux au Rassemblement national. Parfois, on dit faut jamais, faut toujours avoir un doute, faut toujours. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils étaient 2 semaines qu'il y a des déclarations dans le même sens. Assez assurés là-dessus. Mais jusqu'au dernier moment, on attend de voir. On verra ça. Allez, on en vient à notre deuxième thème. C'est un feuilleton dont on vous parle depuis déjà 2 semaines, la proposition de loi sur l'énergie et ses nombreux rebondissements. Dernier en date, les députés de la droite républicaine se sont finalement abstenus mardi lors du vote solennel. Il revient aux parlementaires de se hisser à la hauteur des enjeux et en responsabilité, notre groupe se prononcera à l'issue de la navette parlementaire afin de doter notre pays d'une loi de programmation de l'énergie ambitieuse, respectueuse du pouvoir d'achat de nos concitoyens et résolument tournée vers une France souveraine et bas carbone. Voilà, explication donnée par le député de droite républicaine Jérôme Nury, explication de vote. C'est le député à qui on devait le fameux amendement dont on parlait la semaine passée sur le moratoire sur l'éolien et le solaire. Stéphanie, c'est à n'y plus rien comprendre. Ça s'appelle un rétropédalage en tout cas, parce que clairement le groupe de la droite républicaine a été assez divisé après le vote de ce moratoire. Donc quand il a été voté ce moratoire, il y avait 4 députés de la droite républicaine dans l'hémicycle. Le reste des voix venaient du Rassemblement national. Donc ça a dérangé une partie de la droite républicaine. Et sur le fond, il y a plusieurs députés qui sont montés au créneau en début de semaine avec des tribunes dans Le Monde, dans l'Opinion pour dire ce moratoire sur les énergies renouvelables, c'est une bêtise, on ne veut pas l'assumer. Donc il y avait des divergences au sein du groupe LR. Il y a eu une réunion de groupe mardi matin qui a été assez tendue. Au moins une dizaine de députés ne voulaient pas voter cette proposition de loi sur l'énergie. Ils ont tenté de convaincre Laurent Wauquiez. Ils y sont arrivés parce que Laurent Wauquiez s'est dit qu'il ne fallait pas fracasser le groupe. Le sénateur pourtant Grémillet, qui est à l'origine de cette proposition de loi, qui est un sénateur de droite, il faut le rappeler, a passé des coups de fil pour dire aux députés socialistes qui voulaient voter. Certains envisageaient même de voter contre cette proposition sur l'énergie. Il a passé des coups de fil à ses collègues pour leur dire non, mais il ne faut pas voter contre, essayez au moins de vous abstenir. Donc finalement, le groupe a atterri là-dessus. Officiellement, dans l'entourage de Laurent Wauquiez, on dit que c'est parce qu'il y a un certain nombre de députés qui ne voulaient pas non plus voter d'autres parties du texte qui avaient été impulsées soit par les Insoumis, soit par le RN, sur le statut d'EDF, sur le système de fixation des prix de l'énergie. Mais voilà, on a bien senti la crispation. Et puis, on a vu la crispation aussi chez leurs alliés. Enfin, je ne sais plus comment les appeler. En tout cas, chez EPR, les macronistes et au Modem. Alors, Elsa, la loi a finalement été rejetée donc par 142 voix pour, 377 contre. On rappelle que c'était à l'origine un texte soutenu par les macronistes, mais qui avait décidé de voter contre au vu de la façon dont il avait évolué au cours des débats. Que t'ont dit les députés Ensemble pour la République après cet épisode? Ils étaient soulagés ou en colère? Alors déjà, moi, c'est un député du groupe Ensemble pour la République qui m'alerte, puisque Stéphanie le disait, les députés de la droite républicaine, ils ont eu, je crois, 2 heures de réunion de groupe. Ça a été apparemment la plus longue depuis des années. Moi, c'est un député EPR très bien informé sur ces questions de l'énergie qui me dit les LR vont s'abstenir. Ils auront donc fait exploser la loi pour rien. Donc en fait, il y avait peut-être une forme déjà de soulagement puisque la loi allait bien être rejetée, etc. Mais vraiment un agacement, voire une colère de la part des LR, de la part d'EPR, qui disent en fait, sinon les LR, il faut qu'ils soient cohérents. Soit ils décident de torpiller la loi, mais à la fin ils la votent. Mais là, du coup, il y avait un côté un peu tout ça pour ça. Donc ils ont quand même fait, ça a créé beaucoup de remous cette question du moratoire. Et à la fin, ils n'assument pas, donc finalement ils s'abstiennent. Donc ça a encore enfoncé un coin, s'il en reste, je ne sais pas combien il en reste encore, entre ces différentes composantes du socle commun. Et dans la foulée, une interview est venue acter ces dissensions, celle de Gabriel Attal au Monde. Je ne vois pas de projet de société commun aujourd'hui entre les Républicains et nous, dit le patron des députés EPR et président de Renaissance. Stéphanie, on approche tout doucement de la rupture? Oui, alors on est dans une situation quand même très particulière parce que on voit bien à l'Assemblée que plus ça va, moins cette alliance entre le bloc central et les Républicains tient. Le seul endroit où elle tient bon an mal an, en fait, c'est au gouvernement. Il y a aussi des divergences entre les ministres, parfois LR, les députés de droite, les sénateurs de droite. Donc tout ça fait quelque chose d'assez compliqué. Là, évidemment, on a bien saisi l'agacement d'Ensemble pour la République. Gabriel Attal, au départ, avait mis un tweet et là, il fait carrément une très longue interview. On
sent aussi que c'est 2027 qui se prépare. Dans leur vote en ce moment, ce qui est paradoxal, c'est que les Républicains sont souvent beaucoup plus près du Rassemblement national, alors qu'en fait, ils sont censés être alliés du Bloc central. Enfin voilà, la configuration est très compliquée. Et comme le disait Édouard Philippe, la poutre, elle bouge. Et là, elle bouge surtout à l'Assemblée. Elsa, il y a encore des personnes dans le socle commun pour vouloir sauver l'attelage, ou bien on est résigné et on attend que le fruit tombe? Et quand? Alors, je pense qu'il y a plus personne qui veut qui a un intérêt de fond à faire perdurer ce socle commun. Mais le seul truc qu'ils disent, en revanche, si on veut la stabilité, on est obligé de continuer bon an mal an avec ce socle commun. Non, ce qu'on dit beaucoup aussi, c'est que François Bayrou, sa faiblesse dans l'opinion, dans les soutiens au sein des groupes, ça aide pas à tenir tout ça ensemble. Et donc effectivement, avec un Premier ministre très faible, qui n'est jamais vraiment chef de la majorité, ça aide pas forcément à avoir une majorité unie. On voit que le Premier ministre, il tranche jamais vraiment, il laisse un peu tout le monde s'exprimer, il reprend pas vraiment les choses en main, donc ça aide pas. Ensuite, ce qu'on surveille aussi beaucoup, c'est Bruno Retailleau, depuis qu'il a été élu président des Républicains. Jusqu'à quand va-t-il rester au gouvernement? Mais Stéphanie le disait, évidemment, tout le monde a en tête que 2027 existe et tout le monde se demande est-ce qu'il y a la place pour 2 candidats, un de la droite, un de PR. Donc chacun pousse un peu ses pions en ce moment. Ensuite, et c'est ça après la question d'après, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on fait si jamais la droite ne suit plus? EPR devient, le bloc central se rétrécit et donc rétrécit encore une légitimité déjà hyper contestée. Donc en fait, tout en étant horripilés les uns par les attitudes des autres, pour l'instant, on n'a pas vraiment la clé pour sortir de tout ça. Allez, on en vient à notre 3e thème, la journée d'initiative parlementaire du groupe UDR d'Éric Ciotti. Ça devait être un parcours d'obstacles pour le socle commun, mais le piège s'est en partie retourné contre son auteur. Dans un esprit de responsabilité, le groupe UDR a décidé de retirer cette proposition de résolution. Ça n'enlève rien à notre détermination. Elsa, tu nous expliques ce qu'on vient d'entendre? Alors Éric Ciotti et ses troupes avaient déposé comme premier texte une proposition de résolution pour revenir sur les accords d'Algérie, entre la France et l'Algérie. Et tout de suite, à l'entrée de la séance, il dit non, par esprit de responsabilité, je retire cette proposition de loi. Il faut dire qu'il y a eu le procès en appel de Boualem Sansal avec des demandes encore plus graves que ce qui a été en première instance. Donc, Éric Ciotti a dit finalement il ne faut pas envenimer les relations, donc on enlève le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une journée d'initiative parlementaire pour un groupe, les groupes essayent de faire évidemment de la politique, évidemment de pousser des sujets, des marqueurs pour eux. Là, le groupe d'Éric Ciotti, on peut résumer ça en piège pour le bloc central, puisque sur les accords d'Algérie, Édouard Philippe a dit que lui aussi voulait les réviser. Sur le texte, sur l'inéligibilité avec Marine Le Pen, le Premier ministre François Bayrou s'en était dit troublé. Sur la question des mariages de personnes en situation de QTF, Emmanuel Macron, devant le maire de Béziers, a dit c'est vrai que c'est un débat de bon sens. Donc en gros, c'était fléché, mais vraiment écrit, ça clignotait dans tous les sens, qu'Éric Ciotti voulait tendre des pièges en reprenant des mesures plus ou moins admises dans le bloc central pour les forcer à se décider pour ou contre ces mesures. Ces pièges, Stéphanie, le socle commun les a plus ou moins bien évités. Oui, plutôt assez bien. Déjà, ils étaient assez mobilisés dans l'hémicycle, ainsi que la gauche. Donc souvent, ils ont voté ensemble pour contrer les propositions de loi d'Éric Ciotti. Et ils ont utilisé tout ce qui est à leur disposition, tous les techniques de procédure pour ralentir les débats, les rappels au règlement, un nombre d'amendements assez important. Et on l'a vu, les débats ont été très, très tendus, voire confus. Et il y a eu des invectives dans tous les sens. Par exemple, il y a Prisca Thévenot qui a accusé Éric Ciotti de faire une loi taillée sur mesure pour son amie, donc son amie Marine Le Pen. Du côté d'Horizon, on parlait d'une loi peut-être d'amnistie. Le PS parlait d'arrangement à des copains. Donc tout le monde s'est jeté un peu à la figure des invectives. Et in fine, Éric Ciotti, en effet, a perdu parce que aucune des propositions de loi n'a été adoptée. Et la séance s'est même terminée une demi-heure avant la fin. C'est très rare, ça, pour une niche parlementaire. C'est très rare parce que ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde. Oui, parce que justement, il y a un vrai enjeu de chrono, d'horloge. On sait que ça se termine à minuit, donc à chaque fois, les groupes essayent d'aller au bout. Et là, en fait, le groupe d'Éric Ciotti a jeté l'éponge une demi-heure avant en disant sur les mariages, on n'aura pas gain de cause parce que là, c'est pareil, le bloc central a tenté de vider la loi de sa substance. Gérald Darmanin a dit que c'était pas possible. Donc finalement, à une demi-heure avant la séance, ils ont dit bon, on arrête. Même le rapporteur du texte a dit je m'en vais. Et quand le rapporteur n'est plus là, on ne peut pas parler d'un texte à l'Assemblée. Allez, on termine par quelque chose de plus léger, rafraîchissant même. On connaissait François Hollande et la pluie. Mais voici François Bayrou et les gouttes d'eau. Merci, Monsieur le Premier ministre.
Ça fuit ? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait ? Je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Alors, on rappelle le contexte. Nous sommes mercredi soir. Le Premier ministre s'exprime dans le cadre d'un débat sur la situation en Iran. Paris est sous l'orage. Et toi, Stéphanie, tu es salle des 4 colonnes. Tu as suivi cet épisode inattendu. Tu nous racontes ? Alors, vers 21h, il y a un énorme orage qui s'est abattu à l'Assemblée. Moi, j'étais à la rédaction, donc j'ai traversé la rue, j'ai mis des bottes pour traverser la rue pour arriver à l'Assemblée. Et en fait, il y a plein d'eau qui rentrait dans les entrées de l'Assemblée. Donc déjà, nous, on s'était dit, peut-être que la séance va commencer en retard parce qu'il est possible qu'il y ait des députés qui n'arrivent pas, que ce soit un peu compliqué de circuler dans l'Assemblée. J'arrive, donc salle des pas perdus qui joue, c'était la salle des 4 colonnes. Là, il y avait déjà des huissiers avec des serpillères, des seaux qui épongeaient un peu dans les couloirs. Et puis finalement, la séance démarre avec quelques minutes de retard, mais ça va. François Bayrou fait son discours. Il termine son discours, mais quand il termine, il dit en fait, je prends l'eau. Et il y a des gouttes d'eau, en effet, qui tombent de la verrière. Pas au sens figuré, au sens vrai. C'est pas... Alors, ça peut... C'est peut-être une allégorie politique. Mais voilà, donc il y a une suspension de séance. Les pompiers arrivent pour vous faire voir si la sécurité des députés est assurée, si la verrière ne peut pas être abîmée. Et moi, on m'a montré des photos de l'extérieur, des vidéos de l'extérieur de la verrière. On voyait, il y avait un torrent en fait qui coulait sur un côté, donc il ne tombait pas dans l'hémicycle, mais il y avait vraiment beaucoup d'eau. Donc les pompiers ont colmaté de fortune. Et après, la séance a repris. En revanche, il y a encore une petite interruption vers 23h parce qu'il y a certains bureaux qui avaient dû être évacués. Il y avait de l'eau dans les sous-sols. À 1h du matin, les pompiers pompaient encore. Donc voilà, c'était les petits aléas de cette séance-là. On parle de cette verrière qui surplombe l'hémicycle. Elle avait pourtant été refaite, je crois, il n'y a pas si longtemps. Oui. Alors, il y a aussi des infiltrations sur les salons qui jouxtent l'hémicycle. Alors, parce que les travaux de la verrière avaient été ajournés, parce qu'on se souvient qu'ils étaient prévus l'année du Covid. Donc, finalement, on avait décalé ces travaux, mais ils ont été faits. Non, mais quand on interroge un peu les agents, les trucs, ils nous disent, en fait, c'est un vieux palais. Donc évidemment, on peut pas. Voilà, on a beau faire des travaux, etc. Il est quand même fragile. Et puis c'est vrai que à Paris, dans le 7e arrondissement, l'orage a été quand même très violent, mais très violent. Voilà. Moi, j'étais pas présente à ce moment-là, mais j'ai vu les vidéos de Stéphanie, etc. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment des taux, de l'eau, mais un demi-mètre d'eau. On avait l'impression dans les rues, etc. 20 cm d'eau à certains moments dans les rues adjacentes. Et donc c'est un épisode un peu hors norme qui crée des dégâts hors norme. Là, on a posé la question, tout est rentré dans l'ordre, à part une partie d'un bâtiment qui abrite certains députés. Il y a encore un problème d'électricité. Donc, l'Assemblée a mis en place des espaces de coworking pour que les députés et leurs collaborateurs puissent continuer à travailler. Allez, l'Assemblée, c'est un peu comme Paris, fluctuate, nec mergitur, tout va bien. On se projette en un mot sur ce qu'on attend pour la semaine prochaine ? Le retour de la réforme de l'audiovisuel qui s'annonce agitée évidemment parce que les débats avaient été interrompus il y a quelques semaines à l'Assemblée après des énormes passes d'armes entre socialistes et la ministre de la Culture Rachida Dati. Il y a une grève qui a déjà commencé dans l'audiovisuel public pour protester contre cette réforme-là. Donc le début de semaine va être agité. Et la motion de censure, évidemment, on va surveiller aussi le ton que va employer le Premier ministre. On se souvient que sur une précédente motion de censure déposée par les socialistes, il avait passé une demi-heure mais vraiment je sais même au bazooka contre les socialistes. Exactement, ils les avaient taillés en pièces. On va surveiller ça parce qu'il y a la question des retraites, mais après on sait que les socialistes, ils ont aussi entré dans des négociations pour le budget, ils vont discuter. Donc ça va aussi donner le ton des futures négociations entre le gouvernement et les sociodémocrates. Et ben voilà, tout ça sera à suivre sur LCP. Je vous renvoie aussi vers notre site internet et nos réseaux sociaux pour plus d'infos. Merci Stéphanie et Elsa pour ce décryptage. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À la semaine prochaine. La séance est levée.